Mon nom c'est Damien. À 26 ans, je suis parti sac au dos et caméra en poing. J'ai voyagé à travers le monde, de l'Asie colorée aux Andes, de l'Amazonie à l'Afrique noire. Peu importe le moyen de transport, j'ai voulu rencontrer les tribus les plus reculées de la planète. Au-delà de la découverte, j'ai cherché des valeurs humaines qui définissent ces peuples, ces amis. Je vous emmène dans mon aventure Tribal Pursuit. Aujourd'hui, je pars en Guyane française rencontrer la tribu des Wayana. La capitale de ce département d'outre-mer est peuplée par une majorité de métropolitains. Sorti de Cayenne, c'est la jungle qui prédomine. Les accès y sont restreints et peu savent me renseigner sur les modes de vie autochtones. Mais j'apprends qu'il existe une spécialiste qui pourrait me donner de précieuses informations sur les ethnies guyanaises. Elle se trouve dans une ruelle de l'ancienne ville coloniale, pas facile à trouver. Marie-Flora est ethnobotaniste. Elle étudie les liens entre l'art tribal et les comportements sociaux des Amérindiens de Guyane. Elle a vécu près de 20 ans à leur côté, dans les profondeurs de la jungle. J'espère qu'elle acceptera de me donner les indices pour rentrer en contact avec la tribu des Wayana. On a coutume de dire en Guyane qu'il y a 6 ethnies amérindiennes. Sur le littoral, on rencontre 3 communautés amérindiennes. Les Wayampi, qui habitent à Trois-Sauts, et Kamopi sur le Oyapock. Et on a des Tekos, qu'on appelait autrefois Émerillons, qu'on trouve des deux côtés, donc sur le Maroni et sur l'Oyapock. Alors ce coin-là, c'est vraiment l'ethnie qu'on appelle les Wayana? Oui, le territoire des Wayana. Ils sont un peu moins de 2000, 1600, 1800 Wayana au total, en tout, dans le monde. C'est une toute petite communauté. Oui, tout à fait. Donc je vais te montrer quelque chose, le trésor des Wayana. Viens voir. Alors là, je suis impatient. Qu'est-ce que c'est? C'est l'arrière-boutique, là, j'ai l'impression. Donc c'est ce qu'on appelle le ciel de case chez les Wayana. Ça, c'est beau, ça. Et qui représente en fait les animaux mythiques, donc de la mythologie Wayana, avec des chenilles carnivores, des animaux aquatiques qui sont considérés comme très dangereux. Et qui fait ça aujourd'hui? Parce que c'est extrêmement rare. Dans un petit village, le long du Haut-Maroni, vous allez rencontrer un artisan qui fabrique des magnifiques selles de case. Et je suis sûre qu'il vous en parlera encore beaucoup mieux que moi. Voilà beaucoup plus d'informations que ce que j'espérais. Si je veux aller à leur rencontre, il me faut à présent traverser une partie de la jungle. Je m'arrange avec une compagnie aérienne spécialisée dans le transport de l'or des mines situées à l'intérieur des terres. L'aventure commence pour de vrai. Là, tu peux voir la forêt primaire avec ses arbres très hauts. On compte environ 8 millions d'hectares d'arbres ici. On a l'impression que sorti de Cayenne, il n'y a plus rien derrière. C'est vrai. Après, c'est le désert vert. Il n'y a plus de vie du tout. Oui, c'est ça. En fait, si tu as un problème, il n'y aura personne pour venir t'aider. La plupart des Amérindiens vivent le long des rivières. C'est plus simple pour se déplacer. Le vol dure environ 1 heure pour rejoindre la zone du Haut-Maroni. Une zone interdite sans autorisation. Ok, si tu peux me laisser là, je vais me débrouiller maintenant. Merci beaucoup Ben. À plus tard. Bon, il pleut déjà, c'est normal, c'est la jungle. C'est assez étrange de pénétrer en zone interdite sans fil barbelé ou garde armée. Mais il ne faut pas se méprendre. Cette jungle guyanaise que l'on appelle l'enfer vert est bien plus dangereuse que ce qu'elle paraît. Avec ses 90% d'humidité, c'est le royaume des animaux sauvages. J'ai hâte de retrouver des traces de présence humaine. Voilà un village. Me voici à Twinké.
l'un des 5 villages Wayana le long de la rivière du Maroni. Ces villages sont remarquables car ils possèdent traditionnellement, en plein centre, une hutte communautaire appelée le Tukusipan. La nourriture principale est le manioc. Les Wayana travaillent souvent en famille. La cuisine est un moment important et convivial où hommes et femmes aiment se retrouver. Aussi étonnant que cela puisse paraître, perdus au milieu de la jungle, là où les hommes vivent en harmonie avec la nature, là où les enfants ont des paresseux comme animaux de compagnie, là où la pirogue est l'unique moyen de transport, nous sommes toujours en France. Et on nous le rappelle bien. J'avoue ne pas me sentir très à l'aise, car ma présence sur ce territoire est formellement interdite par le gouvernement français. C'est pourquoi je m'en vais de ce pas chercher l'approbation du grand chef, un document oral qui dépasse toutes les formalités. Certains l'appellent le Grand Man. Il est le chef amérindien de tous les Wayana. Son grand-père fut le fondateur de ce village qui porte son nom, Talwen, comme de tradition. Je vais donc le rencontrer dans son bureau, ou plutôt sur son hamac. Vous avez la responsabilité de plusieurs villages en tant que Grand Man? Oui. Non, c'est pas le Grand Man, il m'a dit Tamoussi. C'est langue Wayana, Tamoussi. Tamoussi, on dit. Les Français arrivaient, ils me disaient Evo, il fait du Grand Man Wayana. D'accord. Donc j'oublie Grand Man, donc c'est Tamoussi. Des Tamoussi, ils vont aller garder les villages. D'accord. Combien de villages? Laï, Kayodi, Talouine, Antropata, Pilima, 5 villages. Ok, vous êtes en charge de 5 villages alors. Si allez là-bas, on va aller voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Non, qui est les malades. Il n'y a rien les malades. Bon, c'est bon. C'est ça, hein. Combien d'enfants, toi? Ma femme, elle attend un enfant. Dans 1 mois, j'attends un enfant. Ah bon? Ça arrive. Combien il a fait? 2, 4? Non, il va naître. Il va naître en juin. Donc c'est mon premier enfant. Ah bon? Tout tu premier. veux encore? Ouais, j'aimerais bien. 3, 4. 4, 5, 6, 10. 10. Ouais, on va voir. Il y en a 4 filles, c'est moi. 4 filles, pas de fils. 2, Patrick et Benoît, il est là. 6, là. D'accord. 7, un CD. Ça suffit ou vous allez continuer? Non, c'est les mamans Yvier. Si maman jaune, il a fait peut-être 27. Ah ouais? Il y avait plein de villages ici. 27? Oui. La même maman? Même maman. C'est pas possible. C'est possible. Le bon Dieu redonné. Hein. C'est pas un donné, mon Dieu. Il y a combien d'années que les Wayana habitent vraiment sur le Maroni? Ici? Très longtemps. Ça C'est fait- pas moi, de le grand-père. C'est pas moi. Votre grand-père habitait déjà là? Oui, c'est longtemps. Très longtemps, il y a beaucoup. Donc beaucoup de villages là-bas. Beaucoup de villages là-bas. Maintenant, si quelqu'un il est mort 3 jours, 3 personnes, après il a tiré. Il pose l'autre, les déménager, il fait l'autre des villages. C'est comme ça. Hein. À l'origine, les Wayana sont des nomades. Pour s'installer, les Amérindiens commencent toujours par délimiter leurs abatis, c'est-à-dire leurs jardins. Au bout de quelques années d'exploitation, les terres étant lessivées par les fortes pluies, ils se déplacent pour cultiver un peu plus loin, jusqu'au jour où les cultures deviennent trop éloignées du village, alors ils se déplacent à nouveau. Si les Wayana sont plus de 1500 aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Au XVe siècle, quand Christophe Colomb arrive en Guyane, la région est habitée par des dizaines de milliers d'Amérindiens répartis en une cinquantaine d'ethnies. En moins de 2 siècles, ils vont être décimés par les maladies européennes, l'esclavagisme et les conflits avec les colons portugais et hollandais. Aujourd'hui, grâce à l'amélioration du système de santé, les Wayana reprennent vie. C'est même une explosion démographique qu'ils sont en train de vivre. Le temps est à la conservation et la redécouverte des traditions. À ce propos, Tamoussi me chuchote le lieu où habite l'un des rares détenteurs du savoir-faire artisanal des ciels de case. Bonjour. Bonjour monsieur. Monsieur. Bonjour, Bonjour. Je cherche une personne sous le nom de Oima. c'est moi. C'est vous-même? Oui, c'est moi. Ah ben enchanté. Je vous cherche en fait parce que je cherche l'artiste qui réalise les ciels de case.
Ah oui, c'est bien moi, oui. C'est bien vous. Ça vous intéresse? Oui, ça m'intéresse beaucoup. En fait, pour tout vous dire, j'en ai découvert à Cayenne, dans une petite boutique, et on m'a donné les informations qui m'ont amené jusqu'à vous. Ah d'accord, ok. Ben, ça vous inspire alors? Ben, parce que normalement c'est secret, un ciel de case c'est secret quoi. C'est vrai. On ne peut pas montrer normalement à n'importe qui comme ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez déjà m'expliquer qu'est-ce que c'est le ciel de case? Ben, c'est un art décoratif qui est dans les contreforts d'un fromager, donc un grand arbre. Donc je récupère le bois brut en forme circulaire, hein, parce que le ciel de case il est plutôt rond. Je rabote, après je ponce. D'accord, c'est ce bois qui sent si bon voilà. le fromager, qui sent presque le cèdre. Ouais. La discussion prend une tournure plus technique quand Aïma découvre que je suis charpentier de métier. J'ai alors l'impression que cela est en train de changer le cours de notre relation. Aïma semble me faire plus confiance et change son secret artisanal en une invitation à découvrir son atelier. On y va alors, c'est mon petit atelier derrière. Le petit atelier secret? Oui. D'accord. Je m'attends à un atelier rempli d'outils, mais c'est un cadre beaucoup plus simple que je découvre. Oui, volontiers. Voilà mon ciel de case. Waouh, superbe! Le fameux ciel de case. On l'accrochait sous un carbet communautaire qu'on appelle Tukushipan auparavant. Donc il y avait 2 ou 3 ciels de case dans un village avant quoi. Alors, moi ce qui m'intrigue, c'est la symbolique de tous ces animaux. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu mieux? Oui, ce sont tous les animaux, des créatures qu'on raconte dans les légendes. Et là, donc notre héros légendaire, Kairawa on l'appelle, avec son dragon, quoi, un monstre qui tuait aussi les hommes, quoi. Et souvent ce monstre barrait l'échange commercial auparavant, parce que on les croisait sur le long du fleuve. D'accord. Donc si les pirogues descendaient vers l'aval, ils se faisaient attaquer par cet esprit. Donc je mélange toujours le pot de couleur que j'ai, parce que c'est la terre, ça se repose facilement au fond du petit récipient. Quand tu dis de la terre, c'est vraiment de la terre que tu as récoltée? Oui, ici, dans les environs, oui. Souvent dans le fleuve quand même. Il y a plus de couleurs dans le fleuve. Sous l'eau? Sous l'eau, oui. Moi, c'est mon grand-père qui m'a montré des endroits. Donc j'y vais là-bas, quoi. J'ai pas beaucoup cherché. D'accord, ben merci beaucoup Aïma de m'avoir éclairé sur le ciel de case. Donc absolument à mettre sous le Tukushipan. Sous le Tukushipan, oui. Pour la protection? Voilà, pour la protection du village, des habitants et de l'environnement. On dit que ça chasse les mauvais esprits. Ça marche chez toi? Vu que tu en as 3 ou 4 dans le salon. Oui, on peut dire que ça marche. La sérénité de cette rencontre s'achève par le chant des tronçonneuses de l'autre côté du village. Intrigué, je vais voir ce qui se passe. Alors, il me semble avoir entendu une tronçonneuse fonctionner. Ça va me plaire, il y a du bois ici. Génial. Un chantier de canaux. Outre le ciel de case qui reste un savoir-faire particulier, les Wayanas sont connus comme de brillants constructeurs de pirogues. Ils ont des commandes de toutes les autres ethnies qui peuplent les abords du fleuve. Aujourd'hui, cet homme rénove une embarcation en y adaptant de nouvelles parois. La tronçonneuse permet d'économiser quelques jours de travail, mais la technique ancestrale reste la même. Les coques sont sculptées dans la masse d'un tronc, puis creusées par le feu. Mais il y a toujours une exception, et c'est le cas de Jean-Marie, symbole de la nouvelle génération des Wayanas. Son embarcation n'est pas en bois. C'est moi qui suis le seul à avoir ça.
D'accord. Parce que pour les autres, non. Ça me fait économiser un peu d'essence. Parce que si je porte la pirogue en bois avec le 85 ici, Ouais. ça aspire de suite. 1 litre, c'est 2,50 €. Ah oui, d'accord. 2,50. Cher. Et même au Suriname, vous pouvez pas vous arranger à trouver des meilleurs prix? Les Chinois, ils augmentent leur prix parce qu'ils font transporter avec les grandes barques, c'est-à-dire des marchandises, D'accord. de Saint-Laurent jusqu'ici. D'accord. C'est cher. On va essayer si vous voulez. Juste à côté. Ouais? Bah, pourquoi pas. C'est là que j'ai pêché tout à l'heure. D'accord. Et c'est là que tu as attrapé. D'accord. On va ramener beaucoup de poissons. Hop, voilà, c'est parti. Je suis prêt. Let's go. Oh, ça chauffe les fesses. Oh, c'est chaud là. On a mis. Quitte à faire une fière démonstration de son unique pirogue en coque aluminium, Jean-Marie me propose de me faire découvrir sa propre technique de pêche. Il n'emploie ni filet, ni canne ou moulinet. C'est grâce aux fruits du pisou-soukou qu'il va appâter sa proie. D'après Jean-Marie, chaque détail fait la différence pour ne pas revenir bredouille. Premier cours, la technique de coupe du fruit qui va servir d'appât. Tout un art. Je connais pas du tout ça. Et ça se mange? Non, Non? c'est uniquement pour les poissons. D'accord. Finalement, tu vas le manger quand même parce que tu manges le poisson. il faut tailler D'accord. comme ça. Juste le bout. Je taille la peau en fait, tu veux dire? Là, et Ça et ça? Ouais. Attends, j'ai pas compris en fait. taille ici, juste cette bout. Ah, ce petit bout? Ouais. Pourquoi? Parce que ça fait pas joli au poisson, ça fait peur. C'est pas vrai. Non, c'est la tradition comme ça. C'est la D'accord. tradition, ouais. Donc j'attrape là, je fais tomber le poids et je balance. Après, il faut surveiller les bouteilles. S'il y a le poisson qui touche, la bouteille qui tombe dans l'eau. D'accord, c'est comme un énorme bouchon quoi. Ouais. Et tout le monde vient pêcher ici, y a pas de problème? Non, il n'y a que moi qui... J'ai appris ça depuis mon enfance. Ça. Il y a les gens qui, s'ils veulent pêcher du kumaro, ils montent jusqu'à vers Antecompata dans les seaux. Vers l'âge de 10, 11 ans comme ça. J'avais pas de pirogue, j'avais pas de moteur. Et je venais avec la petite pirogue à la rame pour pêcher. Et j'ai appris ça ici. Ça veut dire que les autres se moquaient de toi quand tu faisais ça? Oui. Et tout le monde ne croit pas aussi quand je pêche du kumaro. Il n'y a que ma femme qui le sait. Et moi? Ouais. Mais je vais garder le secret alors. Par rapport à eux, regarde, la pirogue passe, après ils disent ah, ils rigolent de ma tête. Comme c'est une zone qui circule, je vais rien attraper ici. Salut! C'est nous les pêcheurs de l'extrême, devant la maison. Voilà, Mais ça marche. C'est là, tu penses? Hop là. Faut juste faire gaffe de pas faire entrer l'eau dans la barque si j'ai compris le jeu. Hein. Bah, y a rien du tout, encore une fois. Tant pis. On fait une bonne équipe à deux finalement. Bon, je sais que d'habitude t'as pas besoin de moi, mais bon. Là-haut! On va s'attraper. Le pisou-soukou attire particulièrement un certain poisson appelé kumaru. Mais s'il raffole de cet appât, il est aussi capable de sectionner très facilement le fil de pêche en quelques coups de nageoire. Il est de tradition de toujours l'approcher à la rame pour ne pas l'effrayer. Tu vois, le kumaru, on arrive. C'est un gros ou un petit? Yes! Wouh! Excellent. T'as bien joué, hein? Même si Jean-Marie est surpris par mon côté extraverti, le choc des cultures n'a pas l'air de le déranger. Au contraire. Il me propose même de le suivre chez lui, un bon moyen de mieux se connaître. Je me suis permis de me servir, hein? Vas-y, hein. Parce que là, C'est comme chez toi. je suis trop gourmand. Ça, c'est bon, ça. Moi, j'aime vraiment ça, hein, ce poisson-là. Naturellement, Jean-Marie m'invite à partager le kumaru que nous avons pêché ensemble et me présente son épouse Céline, ainsi que l'organisation de leur lieu de vie. Là, c'est pour la cuisine. Ici, c'est comme si c'est un salon pour qu'on mange. D'accord. Et on prépare aussi un épluche. D'accord, t'as la cuisine, salle à manger. Il y a un salon quelque part? Le salon, c'est en bas là. Ah, mais pour de vrai, ah oui! Avec la hamac, excellent.
D'accord. Donc ça, c'est la deuxième étape après le repas. Ouais. Ça me plaît alors particulièrement, ça. Là, on peut consommer groupe électrogène, Ouais. congélateur, frigidaire, la télé, Ouais. la lumière. Mais avant, il n'y avait pas ça. Peut-être il y avait, c'est-à-dire à Cayenne, c'est à Paramaribo. Ouais. Mais comme il n'y avait pas de moyen d'acheter un groupe électrogène, je ne pouvais pas. Donc, groupe électrogène, une fois de plus, encore du gasoil. À essence. Parce que Essence, pardon. Essence qui vous coûte. qui nous coûte des yeux de la tête. Les yeux de la... Ça fait beaucoup. Et qui nous fait perdre beaucoup d'argent. C'est- Donc le prix du confort, c'est les prix de l'essence pour vous. Hein. Un grand-père, il m'a dit que c'était pas la vraie technique traditionnelle. Il paraît qu'il y a une autre astuce pour pêcher. Et avant, on faisait la livrée. C'est ce que tu appelles cette technique traditionnelle de pêche? Oui. On empoisonnait le poisson. C'est avec une liane, c'est une sorte de liane. On pêchait qu'avec l'arc, les flèches. On tirait sur le poisson, on ramassait le poisson. Et qui était sous, ivre, comme ça. D'accord. Parce que le poisson, on ne voit plus maintenant. C'est à cause de la pollution de l'orpaillage. De l'eau est polluée. En plus, le fleuve a du mercure. Il y a certains poissons qui sont contaminés par le mercure. Le mercure est le produit utilisé par les chercheurs d'or. Il est extrêmement dangereux pour la santé. Il est utilisé pour fixer l'or dans l'eau. Le problème, c'est qu'il s'écoule dans les rivières sans être traité. Il est donc ingéré par les poissons qui sont eux-mêmes mangés par les villageois. Malgré leur joie de vivre, ce sujet est une source de préoccupation et de conflit depuis plusieurs années. Demain matin, Jean-Marie me propose de m'emmener plus loin sur le fleuve. Il souhaite que je comprenne les enjeux de ce combat et ne m'en dit pas plus. Je sais simplement que nous aurons besoin de sa deuxième barque, beaucoup plus résistante. Ah, dans chaque barque, il y a toujours un petit peu d'eau qui arrive à se faufiler. Alors le premier boulot, c'est écoper. Toujours. Du coup, il y a combien de temps de pirogue pour y arriver? Là, je veux dire ça dans 20-30 minutes par là. D'accord. Avant de nous écarter du village, nous faisons quelques provisions. La plupart des lieux de vente sont tenus par des Chinois et sont généralement installés sur le versant Suriname du fleuve. Plus que de simples drogueries ou épiceries traditionnelles, on y trouve de vrais supermarchés en pleine jungle. Ça va? Bien? Bonjour, bonjour. Amis commerçants. Tous les Amérindiens s'approvisionnent chez eux. C'est environ le double des prix de la métropole, mais toujours moins cher que du côté français. De l'essence pour les canaux et pièces mécaniques pour l'entretien des moteurs et des groupes électrogènes, toute la nourriture occidentale. On y trouve même des stands de présentation pour stimuler de nouveaux besoins de consommation. Finalement, chez les Chinois, on n'est pas vraiment dépaysé. J'ai ici tout ce dont vous avez besoin. Est-ce qu'on peut négocier les bières? Moi, je vous propose 1 euro pour les 3 bières. Et 6 euros? 6 euros, ça fait 2 euros l'une. 1,50 € l'une. Ça fait 4 en tout. Feu! Ah, mais c'est chinois, ça? C'est chinois? Ah, mais c'est des bruitages chinois. Excellent. Hein? Ce. 4. 5. Oh. Léa. Léo? Attends, je vérifie. Attends, je vérifie. Ah oui, c'est ça en plus. Léo, c'est 6. 6, ok, ça marche, Léo. Ça marche. Vous, les amis chinois, vous nous vendez beaucoup de choses et j'ai rarement l'occasion de négocier en direct, donc j'en profite un peu, je rigole. Hein. Les rives de l'Oyapock réunissent les Chinois, les Noirs, quelques créoles, mais aussi des Brésiliens installés de façon beaucoup moins légale.
En gros, tu passes entre deux pierres à 2 mètres près. C'est... Ah oui, c'est plus la même là, hein, effectivement. Mais avant de parvenir sur le lieu que Jean-Marie souhaite me montrer, nous devons franchir un passage délicat sur la rivière. En fonction des saisons, le niveau de l'eau peut varier de 2 à 3 mètres. On voit que les arbres touchent l'eau déjà. En saison sèche, des rochers affleurent partout, formant des rapides. On les appelle les sauts, car ils demandent souvent de sortir de la pirogue pour les franchir. Donc ça pour vous, c'est le parcours quotidien alors, hein, c'est ça? La navigation est un art que les Indiens apprennent dès leur plus jeune âge. Ah, dans les entrailles. Nous parvenons enfin à ce campement clandestin qui s'est installé là, il y a quelques jours. Donc là, on arrive sur un site d'orpaillage, donc ils sont en activité, ils ne sont pas fait attraper encore pour l'instant. En général, c'est des gars du Suriname qui traversent la rivière, ils viennent s'installer. Jean-Marie a repéré ce groupe d'orpailleurs depuis plusieurs semaines déjà. Il s'agit surtout de Brésiliens car ce sont les seuls à travailler dans des conditions aussi difficiles pour de si faibles salaires. Tout est très organisé. En quelques jours, ils installent des villages entiers et disparaissent aussi vite. Le matériel et les moteurs des canots sont souvent transportés à dos d'homme. J'ose m'aventurer à leur rencontre, mais je ne m'attends pas à un accueil chaleureux. Bonjour. J'aimerais voir comment vous travaillez. C'est possible d'aller... C'est quoi cette caméra? Oui, avec ma caméra. On peut y aller? Non, non. Non, Non, plus loin, plus loin. Ici, il n'y a pas de machine. Merci. Ciao, ciao. Bon, soi-disant, il travaille qu'avec les barques de façon légale. On n'y croit pas trop, mais en tout cas, c'est le camp où il se ravitaille ici. C'est le Surinamais, il n'y en a pas un qui parle français ni espagnol. Pas facile d'avoir plus d'informations. En tout cas, on sait que c'est un peu plus loin dans les terres, là-bas. C'est là-bas que sont les barges, derrière. Soi-disant, le système légal pour ramasser l'or. Ces orpailleurs travaillent directement sur le fleuve. Contrairement à la France, le Suriname autorise l'exploitation de l'or. Mais comment définir la limite sur un fleuve qui fait office de frontière entre deux pays? Les Brésiliens sont censés rester sur la moitié Suriname du fleuve. Mais ils doivent être rentables et trouver de l'or à tout prix. Je veux en savoir plus. Comment vous travaillez exactement? Comment vous vous y prenez? Eh bien, on plonge. Vous mettez ça sous l'eau? Avec un masque? Ok. Avec un homme? Un, 2 hommes? Vous avez 1 ou 2 hommes? Oui, il y en a un seul seulement. Un seul? Combien de temps? Environ 4 à 5 heures. Avec des bouteilles? Ah non. Comme ça? Non, on lui envoie de l'air. Regarde ici, c'est un compresseur. Pour aller sous l'eau? Ah, oxygène, ok. Attention de ne pas marcher sur les tuyaux parce qu'il y a l'air ici. Acculés par la pauvreté au Brésil, ces travailleurs clandestins viennent chercher fortune en Guyane. Mais ce n'est pas eux qui s'enrichissent. Ils sont détestés par les locaux. Ils incarnent le désordre et la pollution. Surpris de ma visite amicale, le technicien décide d'appeler son équipier. Il utilise le tuyau qui amène l'oxygène aux plongeurs comme moyen de communication. Salut. Ça va? Bien. C'est pour moi? Et vous avez le courant qui passe là-dedans? Ah ouais. Ah ouais, c'est risqué ça. Combien de temps vous restez dans l'eau? Je cherche jusqu'à trouver. Vous cherchez, vous aspirez? Avec un gros tuyau. C'est un boulot de fou ça, hein? Aïe, 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 aïe. Bon. J'aspire le fond de la rivière et la terre est renvoyée sur ce tapis. Et le minerai vient s'y accrocher. À l'intérieur de ça? Ah, ça va là? Et comment on trouve de l'or alors? Regarde dans cet échantillon.
On aura peut-être la chance d'en trouver. Alors. Là, il y a de l'or. Ok, je vois les pépites. Les Brésiliens ont refusé de me dire quelle quantité d'or ils trouvaient chaque jour. Les barges changent de position après avoir retourné le lit de la rivière jusqu'à former des tas de sable qui peuvent modifier le cours de l'eau. La faune et la flore sont complètement bouleversées et les conséquences sont directes sur la pêche. On compte approximativement 30 000 orpailleurs illégaux aujourd'hui en Guyane. Depuis 2010, le gouvernement français a envoyé plus d'1 millier de militaires sur le Maroni. Des patrouilles sont placées aux endroits de passage stratégiques. En attendant, les conditions restent extrêmes pour tous ici. Nous allons en faire l'expérience en retournant au village de Jean-Marie. Nous sommes en pleine saison des pluies et tout peut devenir très vite compliqué. Le temps de repérer le nuage, il est trop tard. Nous nous faisons prendre par l'orage et le risque de collision avec les rochers affleurants grandit. Wouhou! C'est ça l'Amazonie, humide. Donc là on rentre à Tuenque. C'est Jean-Marie qui n'arrive plus rien à voir. Alors je vais lui essayer de lui préparer quelque chose. Pour qu'il arrive à au moins discerner là où on va. Sans couper bien sûr le Pinel, ça sort souvent la vie. Hop là. Les lunettes. Voilà. Le lendemain matin, de retour au village de Tamoussi, je découvre qu'il existe un poste militaire juste derrière les carbets des Wayana. Comme d'habitude, je lis l'interdiction comme une invitation. Y'a quelqu'un? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Vous, en fait, je suis de visite au village. Oui, d'accord. Et j'ai vu qu'il y avait une caserne, alors j'étais juste curieux de savoir qui vous étiez. Moi, on est des militaires sur la zone. Ouais. Pour le contre-orpaillage illégaux. D'accord. Là, pour aider protéger leur forêt, aider le contre-orpaillage, c'est tout. Ok, donc si je comprends bien, vous êtes militaire mais légionnaire, c'est ça? On est des légionnaires, mais on est détaché avec un FM régiment infanterie de marine. On s'est pas présenté, moi je m'appelle Damien, je suis du sud de la France. D'accord. Et vous? Je suis sergent-chef de groupe de la 3e compagnie. D'accord. Vous êtes aussi basé en métropole, donc j'imagine. Ouais, on est basé en métropole. D'accord. Alors, moi, ce qui m'a étonné, c'est que votre caserne, elle est complètement au milieu du village. Est-ce que c'est classique Non, c'est la première fois que je vois ça vraiment dans le village avec les villageois. Une caserne militaire, une zone militaire, ouais. C'est ici. Normalement, c'est hyper sécurisé. Les zones militaires qui sont... Alors, en fait, vous n'êtes pas en zone de guerre ici, bien sûr, mais c'est la lutte contre l'orpaillage. Comment ça s'organise? Comment vous travaillez? On est là pour aider les Amérindiens, les populations, pour protéger leur forêt, pour protéger leur nature. Alors vous travaillez comment? C'est-à-dire que c'est des pisteurs, les Wayana vous aident directement? De temps en temps, ils aident. Après, nous, le militaire, on va chercher nous-mêmes dans le forêt. Alors à quelle fréquence vous arrivez à trouver des orpailleurs? Est-ce que c'est facile? C'est des grosses missions compliquées? C'est une grosse mission. Après, tu ne peux pas rentrer dans le détail de mission, c'est... Ouais, j'imagine. C'est le chef lui-même qui a demandé au gouvernement français la présence de ces patrouilles. Mais sous cet air de sérénité amérindienne se cache peut-être une grande inquiétude pour l'avenir. Il sait que la situation est loin d'être stable. Le calme apparent peut être dérangé par une explosion de violence.
militaires, la gendarmerie. Le village se mobilise. Il s'est passé quelque chose de grave. Des orpailleurs ont été arrêtés cette nuit et leur matériel vient d'être saisi. Sur les berges, la tension est extrême. C'est combien de litres? 50 litres ça? 50 litres. De fût. De gasoil? Ouais, que du gasoil. Le déchargement de 2 barques permet de comprendre en détail l'activité des orpailleurs capturés. C'est la machine jaune là-bas. D'accord. Je pense que c'est un refouloir. Pour brasser la terre. Ça sert à quoi pour motopompe ça? Non, c'est la pompe. Je vais mettre une grande brasse comme ça. Une descente, là, il y a des grands grillages. Et en dessous, après, je vais mettre un chaud. Voilà. Comme ça, tous les grands morceaux avec le caillou. C'est la tige du tamis. Il coule le mercure directement dessus et ça fait tamis et il balance. Après, il prend l'ordre et il reste avec ça. Donc ça, c'est le matériel de base des orpailleurs. Le matériel là-bas, comme ça. Ici, là, ouais. Ouais. Tu mets le mercure ici, après... Les villageois commencent à se regrouper. La situation peut dégénérer. Il faut décharger le matériel au plus vite. Sinon, fais-la rouler sur le côté, non? Sur la planche. On va la remettre droite. On fait glisser là-bas. Et tout le reste, c'est quoi? C'est de la nourriture alors? C'est des vivres? C'est des nourritures, c'est des habits, encore des pompes là-bas. Voilà. Une preuve manquée pour confondre les Brésiliens. La voici. Une bouteille de mercure. C'est très important pour récupérer l'eau. Wow, ok. Et c'est ça qu'ils font couler directement sur le tamis? Ils rassemblent tous les autres. D'accord. C'est vous qui avez interpellé les Brésiliens? Je commence à comprendre que cette prise n'a rien de classique. Ces hommes sont des Wayana habillés en militaire. Les Amérindiens ont repéré l'activité des orpailleurs clandestins depuis plusieurs semaines. Après avoir communiqué ces informations aux gendarmes, ces derniers ont refusé d'intervenir, tributaires d'ordre supérieur qui n'arrivaient pas. Avant que leur camp ne disparaisse, les Wayana sont partis eux-mêmes à la chasse aux orpailleurs et ont fait prisonnier 4 hommes et une prostituée. L'affaire prend de l'ampleur. Des hauts gradés ont fait le déplacement et m'interpellent. Oh, qui êtes-vous? Arrêtez les caméras. Je comprends que le fils du Tamoussi est accusé d'avoir participé à l'expédition punitive. C'est pas bon ça. Il a tapé le canon et ramène ici. Et jamais rien n'est tapé. La colère du grand chef monte. Il décide de réunir les chefs des différents villages Wayana comme en temps de guerre. Puis convoque et place à leur tour au centre du Tukusipan les gendarmes accusateurs. Pour les Wayana, ce territoire est le leur avant d'être celui de la République française qui le néglige. La colère monte chez tous les villageois fatigués et les gendarmes essayent de justifier leur inactivité. Il m'a donné des renseignements. Les renseignements, je les ai fait remonter. D'accord? Les renseignements là qui sont remontés, c'est plus à moi de gérer. C'est plus au capitaine de gérer, c'est au-dessus de nous. Tu comprends, Roman? Maintenant, on attend la réponse. Quand la réponse sera là, nous irons. Ça fait des années que vous dites la même chose sans rien faire. Vous avez une pratique de la forêt que nous n'avons pas. Bien sûr que nous connaissons la jungle. C'est chez nous ici. Faut que ça s'arrête. On est convaincus qu'il faut. On ne peut pas dire le contraire. C'est écrit, c'est acté, c'est matraqué au quotidien. On est comme tout le monde, on a besoin de l'autorisation du dessus. En échange des Brésiliens, les gendarmes ne retiennent pas les charges contre le commando Wayana. Par respect des procédures, aucune concession n'est faite. Les soldats détruisent les embarcations et brûlent plus de 500 litres d'essence, un bien pourtant précieux aux yeux des villageois. Depuis près de 20 ans, les Wayana sont habitués à ce genre de situation. Cela ne les empêche pas de continuer à vivre paisiblement. S'ils savent être combatifs pour protéger leurs droits et l'intégrité de leurs terres pour la génération future, les Wayana restent simples et humbles. Une de leurs distinctions culturelles est d'employer la dérision. Par exemple, ils ont coutume d'utiliser des surnoms moqueurs pour que personne ne puisse s'imaginer plus important qu'un autre. Au bout de quelques jours passés avec eux, Jean-Marie et Céline me dévoilent finalement leur vrai nom Wayana.
C'est vrai, j'aimerais bien. Hali, c'est bambou. C'est vrai, hein? C'est vrai, Hali, c'est bambou. Mais pourquoi bambou? Bambou, c'est le nom du bambou. Qu'est-ce qu'il y a dans le village comme d'autres noms rigolos comme ça? En Antokompata, on appelle un monsieur qui s'appelle Yoyuet Caca de Lézard. Non. C'est vrai. Et Mimisikou. Pourquoi Mimisikou? C'est pipi de chat. Mais Mimisikou, ça existe pour de vrai? Oui. Non. Pipi de chat, ouais. Non. Le prénom de ton épouse, comment elle s'appelle? Comment? C'est un nom popé. Et c'est son vrai nom? Oui. C'est vrai? C'est son vrai nom? Je fais attention parce que... Comment? Dis-moi, Chalope Popé, qu'est-ce que c'est vraiment? Personne ne l'aime. Personne ne l'aime? C'est comme ça qu'il t'appelle? Comme son mari, Céline est originale. Elle aime les nouveautés, les innovations qui bousculent le quotidien. Cet après-midi, elle me confie un peu de ses projets, de ses rêves. Comme on est en couple, et tous les deux on rêvait pour avoir le bateau. Mais maintenant, le bateau est là, devant nous. Ouais. Et jusqu'à présent, parce que chez vous, on dit que petit à petit, on fait le nid comme les oiseaux. Je rêve pour réaliser mon rêve, la restauration ici, parce que pour mon avenir et pour mes enfants aussi, pour mes petits-enfants. Et pour le palais de tous les invités? Ouais. Comment tu l'appellerais? Je vais appeler le nom du resto Céline. Comment? De Céline. Céline. Ouais. Simplement. Épuré. Ouais. Ton prénom? Mon prénom c'est Pléqué. Restaurant Pléqué Céline. Je vais appeler. La cuisine Wayana peut paraître moins raffinée, mais elle n'est pas moins complexe. Le manioc est l'aliment de base et sa préparation demande un nombre de transformations assez surprenantes. À l'époque, sans moteur, vous faisiez comment? Avec des couteaux? D'accord, je crois que t'as un petit... T'as juste un petit truc là. Le manioc est broyé puis détoxifié pour en faire des pains de manioc, de la farine et des galettes. Une cuisine vraiment complexe. Mais ce n'est que la première étape, car ces galettes ne sont qu'un élément de la recette secrète qui compose la boisson festive des Wayana, le kachiri. Pour la connaître, je vais devoir donner de moi-même et ce n'est pas peu dire. C'est un kachiri pareil mais rouge? Violette. Violette, pardon. J'ai mixé le manioc, c'est ça? Après il est mélangé avec de l'eau. Après on fait quoi? Nous, on mâche pour que ça devienne comme ça. D'accord. Ah oui, pour faire un peu de... Sucré. D'accord. Sucré. Et ça alcoolise aussi? Oui, ça alcoolise. C'est ça. Et on va s'alcooliser. D'accord. Tu vas marcher. Donc, là, tu regardes. Vraiment? C'est celle-là? Oui. Mâche avec le Signac. Celui-là aussi. Là, c'est le gros? Signac. Donc celui-là, je le mâche. Tu vas mettre. Je mâche pas de Donc voilà. En fait, quand tu fais ça, tu enlèves les fibres, c'est ça? En fait, tu n'as pas les fibres en bois. Là, ça commence à être bien liquide. Il faut que ce soit beaucoup. C'est très liquide? Non, c'est pas connu. Bon. Je vais attendre encore un peu. Ça fait mal à la mâchoire de là.
Oui, tu mets. Ah, c'est fini, tu vois. Tu touilles. Tu touilles. Attends, j'en ai encore derrière la langue. C'est bon. Voilà. C'est bon? Oui. Pour mon dernier jour parmi eux, le village a décidé de m'honorer. La boisson traditionnelle est prête, il ne manque plus que de la bonne viande. Ils me préparent un de leurs mets les plus prestigieux, normalement interdit à la consommation par la loi française. Mais pour les Wayana, si cela dérange la République, elle n'a qu'à fermer les yeux. C'est bien gore, hein? Donc là, elle est morte, c'est sûr. Voilà. Chez nous, on tue les animaux, hein, les poules, les vaches, les cochons. Mais pour moi, la tortue, c'est... Je sais pas. La tortue, c'est plus petit, c'est plus sensible, pourtant c'est résistant. C'est très dur. C'est très dur. Mais comme on n'a pas l'habitude, ça fait bizarre. Après cette longue journée de préparation, il est temps de faire la fête. Nous commencerons par la viande de tortue dont tout le monde raffole. Voilà. On le mange, ça? Hein? Ah ouais. Les petits œufs. Le capitaine, il aime bien les œufs, j'ai l'impression. J'aime beaucoup. Moi, vraiment, je veux beaucoup. C'est bon la tête? La bonne la tête. C'est bon, la tête. C'est bon, hein? Tortue. Si tu manges pas comme ça, tu vois pas la tortue. Ah oui, il faut pas la regarder. Non, quand tu vas dans la main. D'accord. Venez, hein. Et il va plus en avoir bientôt. Puis, les barriques de kachiri, la boisson locale, sont enfin apportées. Le fait d'avoir participé à la préparation en don de salive n'a pas l'air de trop les perturber, bien au contraire. Maintenant, je peux plus marcher. Ceux qui ont mangé la tortue, ils ont le droit de prendre du cachet. D'accord. Tu veux celui-là? Non, c'est à toi. Ah, les deux? Les deux. Mais ça fait beaucoup, là. Lui, il t'a donné, moi, je te donne. Il faut aimer quand même, hein. C'est bon. Après, il faut revomir. Hein. Il faut recracher la tortue. 1, 2, voilà. C'est un vrai Wayana, même. Un vrai Wayana. Et là, ça permanent encore plus. Résultat des comptes, le village de 50 personnes a bu dans la journée environ 1000 litres de kachiri. Pour contribuer à la fête à mon tour, je leur propose d'organiser la veillée. Place à l'installation. Les chambres principales. Voilà. C'est bon? C'est bien? On est bien? Ah, attends, il a lâché celui-là. Ouais, bien joué les gars. On va se reprendre là. C'est bien là. Voilà. C'est bien comme ça. Alors maintenant on va brancher les enceintes. C'est un film que j'ai fait quand j'étais en Afrique. Je vais vous laisser découvrir l'histoire. Ça marche? Vous êtes prêts? Attention. Mon nom c'est Damien. À 26 ans, je suis parti sac au dos et caméra en poing. J'ai voyagé à travers le monde, de l'Asie colorée aux Andes, de l'Amazonie à l'Afrique noire, peu importe le moyen de transport. Non, c'est bon, je l'ai celui-là déjà. Daniel, c'est le père du ami? Oui. C'est ça. Modernité, juste ils ne portent pas d'eau avec eux. Ils boivent ce qui est disponible dans les rivières. C'est la saison la plus sèche de l'année, mais jusqu'à la prochaine saison de pluie. Les bergers Maasai ont été accès aux plaines les plus verdoyantes. L'autre couche, oui, ils sont de sécheresse et de malnutrition. Il fait tellement sec. 89. J'ai jamais bu de sang de ma vie.
Jamais. Ouais. Aujourd'hui, quand tu vas boire, tu vas te sentir plus fort. Très bon. Tu es cannibale battant. Patrick, le fils du Tamoussi, est interpellé par la vie de cette autre tribu africaine. Il fait part de ses réflexions à la communauté. On a envie de garder, tu vois, c'est notre culture, notre vie quotidienne. Est-ce qu'à côté, il y a quand même la modernisation qui arrive et savoir aussi de quel côté on va, lequel est bon, lequel est mauvais, et il faut choisir. À chaque fois, on dit que les suicides qui existent dans notre pays, c'est l'alcool. L'alcool, la drogue et tout ça, mais à côté, quand même, nous avons notre boisson aussi. Et oui, il faut comment trouver l'équilibre. Voilà, il faut trouver l'équilibre et il faudra savoir, comme on dit, avec modération. Parce que ça revient au même. Si on ne prend pas de la bière, on boit que de cachérie, mais ça revient au même. C'est alcoolisé exactement comme la bière. Je suis heureux de voir que mon film provoque des réactions sur l'importance de préserver les valeurs qui font une identité, une culture. Et ce, quel que soit le continent ou la couleur de peau. Ce nouveau jour est celui de mon départ. Il est temps de faire mes adieux, sans oublier personne. Merci 1000 fois pour l'accueil. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Et bon travail pour vous occuper de tous les villages ici. De garder la paix entre tous, la fraternité. Alors à très bientôt. Merci beaucoup pour l'accueil. Hein. C'est super. Merci beaucoup. Aïe, 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 aïe. Grande vacances, il faut venir avec ta femme. Ma femme, le bébé. Après, on va manger, on va boire du sang avec du lait. Ça t'a marqué avec de la tortue, ça marche. Toi et ta femme, vous êtes quand même exceptionnels ici. Vous êtes hyper ouverts d'esprit et vous m'avez accueilli et ça, j'oublierai jamais ça. Merci. Ça tient dans ton cœur, ça. Ça marche, oui, je l'ai dans mon cœur. Ça marche. Imagine, ne m'oublie pas. Non, je vais pas t'oublier. Même au cœur d'un village isolé se croisent deux générations ayant 3000 ans d'écart. Celle du chef Tamoussi qui souhaite conserver les traditions et les enfants en recherche d'équilibre avec le reste du monde. Sur une terre volée depuis toujours par les colons puis les orpailleurs, les Wayana doivent se battre pour garder intacte l'intégrité de leur âme. C'est le défi des prochaines années, c'est leur espoir. Maroni, hors maroni. Ça, c'est les mauvaises nouvelles, donc tu sais distribuer aussi les mauvaises. Fin du voyage, on se retrouve la semaine prochaine pour rêver et découvrir de nouveaux horizons lointains. Salut!